BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Eh bien, on retrouve notre bibliothécaire du jour, Eva Jacot. Bonjour Eva. Bonjour Emmanuel. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à un livre qui n'est pas nouveau. Ça tombe bien, c'est le principe des livres d'hier et de demain. Mais par contre, c'est un livre que lisent tous les politiques, même Emmanuel Macron. Ça s'appelle Les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli. Alors, c'est qui Giuliano d'Ampoli? Eh bien, Giuliano d'Ampoli, c'est peut-être un nom qui vous est familier. C'est un écrivain, journaliste et consultant politique italo-suisse. Alors, on a entendu parler de son livre Le Mage du Kremlin en 2022. Ouais. Il est passé d'ailleurs pas loin d'obtenir le Goncourt. Alors, son livre, Les ingénieurs du chaos, lui date de 2019. C'est un livre qui a des similitudes avec Le Mage du Kremlin d'ailleurs, puisque l'auteur analyse ici les mécanismes qui ont permis l'arrivée au pouvoir des dirigeants populistes de ces dernières années. Il décrit le rapprochement entre les spin doctors et les experts du big data qui ont permis à Salvini, Bolsonaro, Trump ou encore aux partisans du Brexit d'arriver au pouvoir. Alors, plus précisément, qui sont ces ingénieurs du chaos? Eh bien, ce sont des conseillers d'hommes politiques, des techniciens de l'information, des geeks ou encore des idéologues. Ce sont eux qui fabriquent leur succès. C'est un nouveau métier qui réunit plusieurs casquettes. Ils travaillent sur l'exploitation de la colère et les algorithmes. Selon l'auteur, eh bien, il réinvente une propagande en utilisant les réseaux sociaux et transforme le jeu démocratique. Il donc fédère des groupes, des extrêmes avec des messages ciblés pour former une majorité. Est-ce que c'est un nouveau métier, en fait Oui, c'est totalement un nouveau métier. Avant, la technique était moins importante. Les conseillers politiques avaient un cursus de sciences politiques ou bien c'était des journalistes. Enfin, on avait des profils plutôt mixtes. Ça bricolait, on va dire. Ça bricolait si vous le dites. Ça bricolait. Or, le bras droit, par exemple, le livre a été écrit il y a 4 ans. Donc, l'ancien bras droit de Boris Johnson, Dominic Cummings, lui, il a étudié la physique avant tout le reste. Alors, ce n'est plus Sciences Po qu'il faut faire. Il faut maintenant savoir manier les données. L'auteur parle aussi de l'ascension du mouvement 5 étoiles, le parti politique italien. Il cite aussi Steve Bannon, qui a participé au lancement de Cambridge Analytica. Et il dit de lui que c'est un homme d'orchestre du populisme américain. Pourquoi ce livre fascine autant les politiques aujourd'hui? Bah oui, c'est vrai qu'ils sont nombreux à l'avoir lu c'est en ce moment, là, dernièrement. Alors, c'est perçu comme un guide d'outils pratiques, des moyens qui aideront à contrer ce phénomène. Par exemple, Laurent Wauquiez, lui, le voit comme une introduction aux pratiques en matière de données. Clément Beaune, quant à lui, trouve une analyse nécessaire et glaçante qui montre, je cite, à quel point le populisme actuel est une industrie organisée et cynique et non un hasard politique reposant sur quelques individus. Aujourd'hui, Giuliano d'Ampoli, il est en train d'écrire la suite. Il travaille sur l'évolution des ingénieurs de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Eva Jacot. Allez, c'est l'heure de retrouver notre globe-trotter, Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Première étape de notre tour du monde hebdomadaire, la Turquie, dans la région de la mer Noire. Réaction d'Ankara à la guerre en Ukraine. Oui, samedi dernier, le chef de l'État ukrainien a affirmé que son pays allait recevoir des navires de guerre afin d'assurer la sécurité du corridor céréalier de la mer Noire. La veille, le chef de la diplomatie turque a déclaré, lui, que le moyen le plus efficace d'éliminer les menaces, c'est la négociation. Et Ankara redit sa disponibilité en tant que médiateur. Daria Isachenko, du Centre d'études appliquées sur la Turquie au SWP à Berlin, explique dans ce travail de recherche comment la politique turque dans cette région de la mer Noire résulte non seulement d'une relation complexe avec la Russie, mais aussi de la difficulté de la relation avec l'Occident, bien au-delà des frontières de l'Union européenne. Pour cette chercheuse allemande, Turcs et Russes ont une vision commune d'un ordre régional, celui de la mer Noire, qui exclut les acteurs extérieurs de cet espace qui leur est commun. Cela se constate, selon Daria Isachenko, par la manière dont la Turquie interprète la Convention de Montreux de 1936, qui détermine l'exercice de la libre circulation dans les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles. En vertu de ce traité, Ankara joue un rôle charnière dans l'accord sur les céréales de la mer Noire, signé en juillet 2022, puis reconduit à 2 reprises. C'est la Turquie qui décide des tonnages à
demi des flottes provenant de l'extérieur. La position sur les gazoducs qui traversent la région reflèterait également certains des mêmes principes fondamentaux de politique étrangère. Ankara n'est plus intéressée à agir comme un pont entre l'Est et l'Ouest, mais à atteindre le statut de puissance moyenne équidistante, je cite. Ankara affirme ses intérêts économiques, sa lecture géopolitique, mais Daria Issachenko souligne contrairement à la Russie, et qu'une opinion qu'on entend marteler ici en Europe occidentale, la Turquie ne cherche pas en fait un affrontement fondamental avec l'Occident. Aussi, pour l'experte allemande, il faut concevoir un rôle particulier, spécial des Turcs en mer Noire, en dépassant les seuls cadres un peu obsolètes de l'OTAN et de l'Union européenne. La génération Z va dépasser l'an prochain les baby-boomers dans la main-d'œuvre américaine. Et ça change beaucoup de choses, Benahouda. Effectivement, Glassdoor, qui est la plateforme américaine très connue où les salariés évaluent leur environnement de travail, exploité dans ce travail d'analyse par des économistes les données de l'administration du recensement. Et aux États-Unis, en 2024, la génération des baby-boomers, née donc jusqu'au début des années 1960, après l'après-guerre, va compter 17,3 millions de travailleurs, là où celle née à partir du milieu des années 1990 est à 17,1 millions. Donc, les courbes vont se croiser l'année prochaine. Ce qui va induire davantage encore une adaptation aux façons dont voit le travail cette nouvelle génération américaine des Zoomers, en référence aux boomers. Ah ouais. Alors pour l'économiste en chef Aaron Terrazas et ses collègues, les entreprises sont obligées d'ajuster les avantages sociaux qu'elles offrent et leur stratégie d'engagement vis-à-vis de leurs employés de cette nouvelle génération américaine qui se montre particulièrement soucieuse de la transparence des salaires notamment. Les 3/4 d'entre eux seraient tout à fait disposés à en parler avec leurs collègues d'à côté quand ils ne sont que 2 sur 5 au sein de la prochaine vague de retraités, les baby boomers. Cette volonté de transparence est censée s'accompagner de davantage de débats quant à la diversité, quant à l'inclusion. La revendication d'une culture de travail plus informelle s'impose également, avec une survalorisation de la petite entreprise, car moins rigide que le grand groupe des aînés. Mais d'après les projections présentées, la génération Z va quand même devoir attendre que la Y, celle d'avant, née avant, cède la place au début des années 2040, donc encore une petite quinzaine d'années, pour que sa perception du monde du travail prenne véritablement le dessus, à moins qu'il soit en réalité impossible d'établir une typologie générationnelle aussi large, ce qui amène aussi à réfléchir par stéréotype et donc par cliché. Et alors, votre dernière étude du jour, Benahouda, c'est une de ces études dont vous avez le secret avec ce titre énigmatique que je vous livre, mesdames et messieurs, mais vous allez tout savoir dans quelques instants. Des vies animales incarnées dans la perte et le gaspillage de nourriture. Alors, Dites-nous en plus. ce n'est pas de la poésie, c'est encore une fois de l'économie. Les pays, quoique peut-être parfois ça Exactement, arrive. vous avez raison. Les Pays-Bas comptent, il faut le voir, la concentration de bétail la plus dense du continent européen. C'est une superpuissance du bétail. Ah ouais. La 5e économie de l'Union européenne dispose à ce sujet d'une expertise donc de premier rang mondial et une équipe de recherche de l'université Leiden établit ici que la totalité de la viande produite dans le monde, pratiquement 1/6, finit à la poubelle. Cela signifie que près de 1 sixième. 1/6, oui. C'est 52,5 millions de tonnes de viande désossée et comestible, donc prête à être grillée, qui ne sont pas consommées, ce qui représente chaque année un gaspillage de 18 milliards de poulets, de dindes, de moutons, de porcs, etc. Et Julian Clora et ses co-auteurs expliquent qu'il y a en amont la mort d'animaux avant l'abattage, ou bien le stockage défectueux, le mauvais transport, etc. Et cela concerne là plutôt les pays en développement. Alors que dans les économies industrialisées, c'est du côté de la consommation finale qu'est à déplorer le trop-plein de déchets. La distribution, petite ou grande, procède ainsi souvent à des commandes mal calibrées, trop élevées. La restauration, comme les ménages, ont également du mal à calibrer les besoins. Les portions sont surdimensionnées, ce qui fabrique aussi du déchet. Et aux États-Unis, mais aussi dans des grands émergents comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, les résultats s'avèrent en la matière particulièrement mauvais, je cite. Cette recherche ne prétend pas livrer une solution clé en main pour réduire cet extraordinaire gaspillage, mais pour Julian Clora et ses collègues, il serait aussi utile de s'y attaquer, outre des considérations des auteurs sur la souffrance animale, en raison d'un impact positif que cela aurait au terme de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, parce que près de 15% pourraient être attribués au bétail, avec le bœuf en pollueur le plus important. Moins de viande gaspillée, c'est moins de bœuf produit, donc moins de méthane qui intensifie la génération d'ozone. Un cercle vertueux selon ce schéma néerlandais.
Absolument. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre ultime sélection pour Alors j'ai aujourd'hui? choisi un livre dont on pourrait considérer que c'est plus qu'un pamphlet, que c'est un organe. Ça s'appelle Plastic Bashing l'Intox. Et effectivement, alors le livre, il défend son point de vue, hein, il est là pour défendre le plastique, mais il ne le fait pas de façon caricaturale. Et je trouve que c'est assez... ça devrait ébranler un certain nombre de gens dans leurs convictions. Le plastique, c'est pas aussi négatif, aussi noir, aussi dangereux. Et surtout, le plastique évolue avec le temps. Le plastique s'adapte. Le plastique n'est pas forcément la menace systématique que certains veulent nous présenter. C'est Très au Cherche Midi, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais... Très bien. Christian Chavagneux. Le dernier numéro de Journal of Economic Perspectives, c'est une revue américaine. Il y a un papier dedans, un article très très dérangeant. Les auteurs ont regardé les thésards, les gens qui ont une thèse en économie par rapport aux États-Unis, par rapport aux gens qui ont une thèse en n'importe quoi d'autre. Et si on se concentre, il y a beaucoup d'étrangers aux États-Unis. Si on enlève les étrangers, qu'on se concentre sur les Américains, c'est les 2/3 des thésards en économie aux États-Unis qui sont issus d'un parent qui a au moins le master ou plus. Alors que c'est 50% dans le reste des autres disciplines. Si vous allez dans les 6 universités, le top 6 des universités en économie, vous avez 80% des thésards, des gens qui ont une thèse en économie du top 6 américain, dont les parents ont le niveau master au plus, 5% qui n'ont pas fait d'études supérieures. Il y a c'est une étude sur la diversité sociale des thésards, et en sciences économiques aux États-Unis, c'est de plus en plus des gosses de riches qui sont docteurs en économie. C'est très perturbant. Allez, moi je termine avec 2 livres. Alors vous savez qu'on reçoit des moissons de livres sur le management, etc. Il y en a beaucoup. Là, j'en ai 2 qui m'ont interpellé. On vous fera des petites moissons régulièrement. Le premier, c'est Sandrine Godefroy Evangelista. Ça s'appelle La Nouvelle Élite aux éditions BB4 Books. L'auteur, c'est 25 ans d'expérience dans la transformation des grands groupes. Et alors, elle part de ce constat que les femmes ne prennent pas leur place de leader. Elles sont de plus en plus nombreuses même à quitter leur entreprise. C'est cette statistique qui m'a interpellé. Pour chaque femme directrice promue au niveau supérieur, 2 femmes directrices choisissent de quitter l'entreprise. Et donc, comment expliquer cette situation? Comment ne pas la subir? C'est très intéressant. Et puis, Christopher Guérin, pour aller dans le bon sens, aux éditions du Cherche Midi. Alors, lui, il invente il utilise le terme de permacrise, la crise permanente. Et donc, quel modèle de management peut résister à cette situation de crise permanente? Il a une réponse, comme beaucoup de consultants, ça s'appelle l'E3, et c'est les 3 E, c'est environnement, économie, engagement, le modèle qui parvient enfin à faire converger l'ensemble de ces notions. Voilà, il a trouvé la remède miracle. Christopher Guérin, pour aller dans le bon sens au Cherche Midi, à vous de vous faire votre avis, bien évidemment. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, évidemment, bonne lecture.